Le jour où ils ont demandé à voir le vrai propriétaire, et j'étais assise juste là, un verre de vin rouge à la main, feignant l'indifférence, j'ai su que tout allait basculer. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage froide, celle qui vous ronge de l'intérieur comme un acide lent. J'étais revenu d'entre les morts pour ce moment précis, et maintenant, ils allaient payer. C'était il y a 2 ans, dans cette villa, la première, celle qui s'était terminée dans un hurlement étouffé sous les eaux sombres de la Seine. Je m'appelais Élise Moreau, galeriste à Paris, une femme qui avait tout, un mari charmant nommé Laurent, une affaire florissante dans le Marais, et des amis qui semblaient graviter autour de moi comme des papillons attirés par une flamme. Mais les papillons, parfois, sont des mythes qui rongent le tissu jusqu'à l'os. Laurent m'avait trahi, oh oui, avec ma meilleure amie, Sophie, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang. Ils avaient comploté pour me ruiner, pour s'emparer de la galerie que j'avais bâtie de mes mains tremblantes après la mort de mes parents. Et le pire? Ils m'avaient tué pour ça. Pas d'un coup de couteau théâtral, non, les Français préfèrent l'élégance dans le crime. Un accident, une voiture qui dérape sur le pont des Arts, un corps qui plonge dans le fleuve noir, et une enquête bâclée par la police, qui avait conclu à un suicide. Suicide. Comme si Élise Moreau, la reine des vernissages, aurait choisi de mettre fin à ses jours sans un mot, sans un scandale. Je me souviens de l'eau froide envahissant mes poumons, de la panique qui me serrait la gorge tandis que Laurent, penché au-dessus du parapet, feignait l'horreur avec des larmes de crocodile. Élise. Mon Dieu, Élise, avait-il crié, mais ces yeux que j'avais aimés, brillaient d'un éclat triomphant. Sophie, à ses côtés, avait murmuré, c'est fait. La galerie est à nous. Et moi, englouti par les ténèbres, j'avais juré, dans un dernier souffle, si je reviens, je vous détruirai. Lentement. Méthodiquement. Sans pitié. Et je suis revenu. Pas par miracle divin, non, je n'ai jamais cru en ces fadaises romantiques à la française. C'était comme si le temps s'était plié, un glitch dans la matrice de l'existence, me ramenant à ce matin fatidique, 3 mois avant l'accident. J'ouvrais les yeux dans mon lit, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec Laurent encore endormi à mes côtés, son bras possessif autour de ma taille. Mon premier réflexe, le frapper, le griffer, hurler jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Mais non. La vengeance n'est pas un éclat de fureur, c'est une symphonie, un opéra wagnérien où chaque note prépare le crescendo. J'ai souri, l'ai embrassé tendrement, et suis descendu préparer le café comme si de rien n'était. À l'intérieur, je bouillonnais. J'avais 3 mois pour inverser le cours des choses, pour déterrer leurs secrets, pour les faire danser sur le fil du rasoir jusqu'à ce qu'ils supplient la mort. Paris, cette ville des lumières éternelles, était mon terrain de jeu. Les rues pavées du Marais, les cafés enfumés où les artistes complotent, les salons privés des galeries où les fortunes se font et se défont sur un clin d'œil. Ma galerie, l'ombre d'or, était un joyau, des toiles de contemporains oubliés, des sculptures qui murmuraient des vices ancestraux. Laurent, banquier de son état, avait toujours envié son succès. Tu passes trop de temps avec ces bohèmes, me reprochait-il, mais je voyais clair dans son jeu. Il avait des dettes cachées, des investissements foireux dans des start-up tech qui s'étaient évaporés comme de la brume matinale. Sophie, elle, était mon bras droit, ma confidente, celle qui organisait les expositions et qui, je l'avais découvert trop tard dans ma première vie, falsifiait les comptes pour détourner des fonds vers un compte offshore. Le premier jour de ma renaissance, j'ai commencé par fouiller. Tandis que Laurent était au bureau, j'ai ouvert son ordinateur portable, ce MacBook impeccablement rangé sur son bureau en acajou. Le mot de passe? Notre anniversaire de mariage, bien sûr pathétique. Les dossiers étaient là, cryptés sommairement, des transferts bancaires vers un compte au nom de Sophie Duval, des emails codés où il se parlait de « l'héritage », comme si j'étais déjà un fantôme. Bientôt, elle signera les papiers, écrivait-il. Et si elle refuse, répondait-elle. On s'arrangera. Comme pour l'assurance vie. Mon sang s'est glacé. Ils avaient planifié ma mort pour toucher l'assurance, 1 million d'euros qui irait directement à Laurent en cas de suicide. Des monstres en costume sur mesure. Mais je ne pouvais pas les confronter tout de suite. Non, il fallait du panache, de la subtilité à la française. J'ai commencé par semer le doute. Lors du dîner ce soir-là, j'ai sorti une bouteille de Château Margaux, nos préférés, et j'ai dit, l'air de rien, Laurent, chéri, j'ai repensé à l'assurance vie. Peut-être devrions-nous la réviser. Ajouter une clause pour la galerie, au cas où.
Il a pâli, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Pourquoi maintenant, Élise, a-t-il demandé, sa voix un peu trop aiguë. J'ai ri, un rire cristallin, et haussé les épaules. Parce que la vie est imprévisible, non? Comme ces artistes que j'expose, ils créent du chaos pour mieux illuminer la vérité. Sophie est arrivée le lendemain pour notre réunion hebdomadaire. Elle était là, radieuse dans sa robe fourreau noir, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable, un collier de perles que je lui avais offert pour son anniversaire. Élise, ma chérie, cette nouvelle exposition sur le deuil et la Renaissance. C'est génial, a-t-elle gazouillé, en posant un baiser sur ma joue. J'ai retenu mon dégoût, souri, et l'ai invitée à s'asseoir. Oui, le deuil. Tu sais, j'ai lu un article sur des cas étranges, des gens qui reviennent d'entre les morts. Des near-death expériences. Fascinant, non? Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde, avant qu'elle ne se reprenne. Oh, comme dans ces films français ringards, a-t-elle ri, mais je voyais la sueur perler sur sa tempe. Les jours suivants, j'ai tissé ma toile. J'ai engagé un privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, un type bourru nommé Duval, ironie du sort, même nom que Sophie, mais sans lien. Il a creusé, et ce qu'il a trouvé m'a donné des munitions. Laurent avait une maîtresse avant Sophie, une jeune artiste que j'avais exposée, et il l'avait larguée après un avortement forcé. Sophie, de son côté, avait un passé sombre, une condamnation pour fraude mineure dans sa jeunesse, étouffée par l'argent de sa famille bourgeoise. Et le clou, ils se rencontraient dans un hôtel discret du 16e, l'hôtel Lutetia, où ils complotaient non seulement mon élimination, mais aussi celle d'un associé de Laurent qui menaçait d'exposer ses malversations. Ma première décision controversée est venue vite. J'ai falsifié un email, anonyme, envoyé à l'associé de Laurent, des preuves partielles de ses fraudes, juste assez pour le faire douter sans me trahir. L'homme, un certain Pierre Lefebvre, a réagi violemment, il a confronté Laurent lors d'une réunion au Crédit Lyonnais, hurlant dans les couloirs feutrés. J'ai assisté à la scène de loin, caché derrière une colonne, un sourire aux lèvres. Laurent est rentré ce soir-là, livide, les poings serrés. Quelqu'un me sabote, a-t-il marmonné en versant un scotch. J'ai posé ma main sur la sienne, feignant la compassion. Qui pourrait faire une chose pareille, ai-je murmuré. Et intérieurement, j'ai jubilé, le premier craquement dans leur armure. Mais la vengeance n'est pas sans prix. Les nuits, je ne dormais pas. Les souvenirs de ma noyade me hantaient, l'eau salée dans la bouche, les lumières du pont qui s'estompent, le rire étouffé de Sophie. Je me réveillais en sueur, vérifiant que mon corps était bien réel, que je respirais encore. Était-ce vraiment une seconde chance, ou une malédiction? Paris, avec ses boulevards illuminés et ses amours fugaces, me semblait soudain un piège doré. J'ai commencé à boire plus, du cognac pur pour noyer les fantômes, et à ignorer les appels de mes vrais amis, ceux qui n'avaient rien à voir avec ce bourbier. Un mois passa ainsi, dans cette danse macabre. J'ai organisé une exposition choc, les ombres traîtresses, des œuvres sur la duplicité humaine, avec des toiles où des visages se fondent dans des masques brisés. Sophie l'a adoré, bien sûr, pensant que c'était son idée. Lors du vernissage, sous les lustres cristallins de la galerie, avec du champagne qui coule à flot et des critiques du Figaro qui sirotent leur coupe, j'ai glissé une pièce maîtresse, une sculpture abstraite, un couple enlacé qui se poignarde mutuellement dans le dos, signé d'un artiste anonyme. Laurent l'a regardé, mal à l'aise. C'est provoquant, a-t-il dit. J'ai ri. La provocation, c'est l'essence de l'art français, non? Comme Balzac l'écrivait, la passion est un feu qui consume. Ce soir-là, alors que les invités partaient, Sophie m'a prise à part. Élise, tu as changé. Tu sembles distante. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant une faille. J'ai souri, lentement, et ai répondu, peut-être que je vois clair, maintenant. Les ombres, Sophie. Elles révèlent tout. Elle a blêmi, et j'ai su que la graine du doute était plantée. Pourtant, je sentais la pression monter. Laurent devenait paranoïaque, il vérifiait ses comptes obsessivement, appelait Sophie en cachette. Moi, je continuais à jouer mon rôle, l'épouse parfaite, la galeriste ambitieuse. Mais intérieurement, je préparais le coup suivant, plus audacieux, plus controversé. J'allais les forcer à se trahir l'un l'autre. Une lettre anonyme à Sophie, suggérant que Laurent la manipulait pour une autre. Et à Laurent, des photos truquées montrant Sophie avec Pierre Lefebvre. Divide et impra, comme disaient les Romains mais à la parisienne,
avec un soupçon de poison dans le café. Le deuxième mois de ma renaissance fut celui des fissures. Paris, sous un ciel de plomb automnal, semblait conspirer avec moi, des averses soudaines qui noient les rues, des brumes qui enveloppent les haussmanniens comme un linceul. J'avais envoyé les lettres, ces missives empoisonnées rédigées sur du papier ancien, avec une encre qui sentait le musc et le mensonge. Sophie les a reçues la première, lors d'un déjeuner au café de Flore, où elle sirotait un café crème en feuilletant Vogue. Son téléphone a sonné à un numéro masqué et sa voix, quand elle a répondu, était un mélange de miel et d'acier. « Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ?» J'écoutais de loin, caché derrière le monde, mon cœur battant au rythme de sa panique croissante. Elle est venue me voir l'après-midi même, les joues rougies par la colère, son sac Birkin serré comme une arme. « Élise, il faut que je te parle. » C'est Laurent. Il voit quelqu'un d'autre. Ces mots étaient hachés, comme si chaque syllabe lui coûtait. J'ai feint la surprise, les yeux écarquillés, la main sur la bouche. Non, Sophie. Pas lui. Pas après tout ce que. J'ai laissé la phrase en suspens, invitant les confidences. Et elle a craqué, vidant son sac littéralement. Des captures d'écran, des messages ambigus que j'avais fabriqués, des photos floues où Laurent semblait enlacer une ombre qui n'était autre que moi, truqué adroitement par mon privé. Il me dit que c'est pour l'assurance, pour notre futur, mais je ne suis pas stupide, a-t-elle sifflé. Intérieurement, je riais. La duplicité qu'il m'avait infligée se retournait contre eux, comme un boomerang empoisonné. J'ai posé ma main sur la sienne, murmurant, « Ma pauvre chérie. » Les hommes. Ils promettent la lune et livrent la scène. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et j'ai su que l'alliance se fissurait. Ce soir-là, elle a confronté Laurent lors d'un dîner improvisé chez nous. J'avais tout orchestré, un cassoulet mijoté lentement, du vin de Bordeaux qui délie les langues, et une playlist de Piaf pour l'ambiance mélancolique. Ils se sont disputés dans la cuisine pendant que je faisais semblant de ranger les verres. « Tu me prends pour une idiote » hurlait Sophie. « Cette femme sur les photos, c'est qui ?» Laurent, acculé, bafouillait, « C'est rien, un malentendu. » Élise ne doit jamais savoir. Savoir quoi, ai-je demandé en entrant, un plateau de fromage à la main, mon visage un masque d'innocence brisé. Le silence qui a suivi était assourdissant, un vide que seul le tic-tac de l'horloge comblait. Laurent a blêmi, Sophie a détourné les yeux. J'ai posé le plateau, lentement, et suis sorti sur le balcon, allumant une cigarette, un vice que je m'étais autorisé dans cette vie, pour le calme qu'elle apporte. Dehors, la tour Eiffel scintillait au loin, indifférente aux drames humains. Ils m'ont rejointe, maladroit, Laurent marmonnant des excuses, Sophie feignant l'amitié. Mais le mal était fait. La graine du soupçon avait germé en un poison lent. Ma deuxième décision controversée fut plus osée, impliquer un tiers innocent. Pierre Lefebvre, l'associé trahi de Laurent, était un homme brisé, un quinquagénaire au costume froissé qui hantait les bars du quartier latin. Je l'ai contacté anonymement, via un burner phone acheté dans une boutique discrète de Belleville. « Monsieur Lefebvre, vous cherchez des réponses sur les fraudes de Laurent Moreau. J'en ai. Rencontrez-moi au Pont-Neuf, minuit. » Il est venu, tremblant sous la lune, et je me suis approché, voilé d'une écharpe, ma voix altérée. Je lui ai donné un dossier et des preuves partielles, juste assez pour qu'il agisse sans tout révéler. « Détruisez-le, ai-je murmuré. Pour votre honneur. » Il l'a fait. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale au Crédit Lyonnais, un banquier impliqué dans des détournements. » Laurent a été suspendu, interrogé par la brigade financière. Il est rentré à la maison comme un zombie, jetant son attaché-caisse contre le mur. « C'est Lefebvre. Ce salaud me harcèle » a-t-il rugi. J'ai acquiescé, compatissante, en lui servant un armagnac. « Peut-être que tu devrais prendre des vacances, chérie. Laisser les choses se tasser. » Mais intérieurement, je calculais, encore un mois, et le nœud coulant se resserrait. Sophie, de son côté, sombrait. Elle annulait nos réunions, prétextant des migraines, mais mon privé la pistait, des nuits solitaires dans son appartement du 8e, des bouteilles de gin vides, des appels frénétiques à Laurent qui ne répondait pas. Elle avait découvert le compte offshore, celui où il détournait l'argent de la galerie. Traître, lui avait-elle lancé lors d'une dispute enregistrée par un micro que j'avais glissé dans son sac, un cadeau innocent, un porte-clés en forme de tour Eiffel. Tu gardes tout pour toi. Et Élise ? Quand vas-tu te débarrasser d'elle pour de bon ? Laurent avait ri,
cruel, patience, ma belle. L'accident est planifié. Mais maintenant, avec ce scandale, on doit accélérer. J'avais l'enregistrement. La preuve irréfutable. Mais je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Non, la vengeance doit être savourée, comme un foie gras truffé. Au lieu de ça, j'ai organisé une soirée intime, un dîner à 3, pour recoller les morceaux. J'ai cuisiné un coq au vin, lourd de secrets, et versé le poison goutte à goutte dans leur verre, non pas littéralement, mais avec des mots aiguisés. Vous savez, j'ai toujours admiré votre amitié, à tous les deux, ai-je dit en servant les assiettes. C'est rare, une telle complicité. Comme dans ces romans de Simenon, où les amours se muent en crime parfait. Ils ont échangé un regard, nerveux. Sophie a toussé, Laurent a changé de sujet. La nuit s'est étirée, tendue comme un violon. Après le dessert, une tarte aux pommes flambées, symbole de la France rurale et impitoyable, ils sont partis ensemble, main dans la main, pensant m'avoir berné. Mais j'avais installé une caméra dans la voiture de location que j'avais suggérée à Sophie. Les images étaient crues, des baisers fiévreux, des promesses chuchotées, et un plan détaillé pour mon accident, une sortie nocturne sur le pont, une poussée discrète, un cri étouffé par le vent. Je les ai regardés, seul dans le salon, un verre de Calvados à la main, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, non de rage pure, celle qui forge l'acier. Le 3e mois approchait, et avec lui, le point de non-retour. J'ai décidé de frapper plus fort, contacter la famille de Sophie, ces bourgeois de Neuilly qui ignoraient son passé. Une lettre anonyme, encore, avec des extraits de l'enregistrement. Votre fille est impliquée dans un complot mortel. Sauvez-la avant qu'il ne soit trop tard. Ils l'ont convoqué, un scandale familial qu'il a laissé briser, suppliant Laurent de l'épouser pour laver l'honneur. Il a refusé, bien sûr, la traitant de boulet dans un message que j'ai intercepté. Paris, maintenant, me semblait un échiquier géant. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les Champs-Élysées, les lumières de Noël prématurées clignotaient comme des mensonges. J'ai commencé à négliger la galerie, laissant Sophie gérer seule une erreur calculée. Elle a plongé plus profond dans les détournements, désespérée pour impressionner Laurent. Et lui, sous pression professionnelle, buvait, devenait violent dans ses emails, si tu rates encore, je te laisse pourrir. Ma 3e décision controversée, impliquait la presse. J'ai leaké une partie du dossier à un journaliste du Canard enchaîné, connu pour ses satires acides. L'article est sorti un mardi, la galerie de l'ombre, fraude et amour interdite. Pas de nom, juste des allusions assez pour que les ragots enflent comme une pâte levée. La galerie a vu son vernissage suivant déserté, les clients fuyant comme des rats d'un navire coulant. Sophie m'a appelé en larmes, Élise, c'est la ruine. Qui a fait ça? J'ai répondu, voix douce, la vérité sort toujours, ma chère. Comme dans ces affaires Dreyfus revisitées. Laurent, lui, a craqué lors d'une nuit d'ivresse. Il est rentré tard, puant le whisky et le désespoir, et m'a prise dans ses bras, pleurant, Élise, si tu savais. J'ai fait des erreurs. Pour nous. J'ai caressé ses cheveux, murmurant, dis-moi tout, chérie. Laisse-moi t'aider. Et il a avoué pas tout, mais assez, les dettes, les maîtresses, le besoin d'argent. Pas un mot sur le meurtre, bien sûr, mais le doute s'insinuait en moi comme un ver. Était-ce vraiment de la vengeance, ou étais-je en train de devenir comme eux? Une manipulatrice, une ombre qui détruit tout sur son passage? Pourtant, je n'ai pas arrêté. Le crescendo approchait, et avec lui, le jour où il demanderait à voir le vrai propriétaire. C'était le climax de leur plan, forcer ma signature pour transférer la galerie à un trust fictif, sous prétexte d'un investisseur anonyme. Ils pensaient me piéger lors d'une réunion formelle, avec notaire et tout le tralala. Mais j'avais un atout, le notaire en question, un vieil ami de mon père, que j'avais briefé discrètement. Élise, si tu as besoin, je suis là, m'avait-il dit au téléphone, sa voix chevrotante de fidélité. Le jour J arriva sous un ciel d'acier, ce décembre où Paris se pare de guirlandes hypocrites. La réunion était fixée dans les bureaux du notaire, un hôtel particulier du 6e arrondissement, avec ses lambris sombres et ses portraits ancestraux qui semblent juger les vivants. J'y suis entré, vêtu d'une robe Chanel noire, perle au cou, un sourire de Madone sur les lèvres. Laurent et Sophie étaient déjà là, assis côte à côte comme des complices maladroits, leurs regards fuyants trahissant l'attention. Le notaire, maître Bertrand, m'a accueilli avec une poignée de main ferme, Madame Moreau, quel plaisir.
Allons droit au but. Ils ont commencé leur comédie. Laurent, la voix suave de banquier, Élise, chérie, cet investisseur, un collectionneur suisse veut racheter une part majoritaire de la galerie. C'est une opportunité en or. Sophie a renchéri, ses yeux brillants d'une fausse excitation, imagine, Élise. Des expositions internationales, des millions en jeu. J'ai écouté, hochant la tête, feignant l'hésitation. Les papiers étaient là, étalés sur le bureau comme une toile d'araignée, des clauses piégées où je cédais tout, y compris les droits moraux sur les œuvres. Le vrai propriétaire, disait-il, voulait rester anonyme mais je savais, c'était eux, via une société écran. C'est alors qu'ils ont demandé, où est le vrai propriétaire? Nous devons le voir pour finaliser. Et j'étais assise juste là, un verre de vin rouge à la main, un Bordeaux millésimé que j'avais apporté, empoisonné non de toxines mais de vérité. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était un murmure de velours, le vrai propriétaire? Mais c'est moi, mes chers. Toujours et encore. Le silence qui a suivi fut électrique, un orage contenu dans une pièce feutrée. Laurent a cligné des yeux, Sophie a serré les poings sous la table. J'ai sorti l'enregistrement, ce petit appareil dissimulé dans mon sac, et l'ai posé au centre. Écoutez ça, ai-je dit calmement. La voix de Laurent emplit la pièce, on s'arrangera pour l'accident. L'assurance paiera tout. Suivi de celle de Sophie, et la galerie? Un rire complice. Maître Bertrand a pâli, mais n'a pas bougé et il savait. Laurent a bondi, qu'est-ce que c'est que ça? Élise, tu délires. Sophie, plus rusée, a tenté la négociation, c'est un malentendu, Élise. On peut en parler, entre amis. Mais je n'étais plus leur ami. J'étais leur juge, leur bourreau. Non, ai-je répondu, la voix dure comme le marbre du Louvre. Vous m'avez tué, dans une autre vie. Et maintenant, je vous rends l'appareil. Lentement. Ils ont ri, d'abord un rire nerveux, pensant à une blague de galeriste excentrique. Puis, quand j'ai révélé les dossiers, les transferts, les photos, leurs visages se sont décomposés. Laurent a balbutié, une autre vie? Tu es folle. Sophie, les larmes aux yeux, Élise, pitié. On t'aime. L'amour. Ce mot, prononcé par des vipères, me fit vomir intérieurement. J'ai activé le bouton d'enregistrement du notaire, tout était légal, tout était piégé. Maître Bertrand, veuillez noter que je refuse toute cession. Au contraire, je porte plainte pour tentative de fraude et complicité de meurtre prémédité. Le vieil homme a acquiescé, sortant les formulaires. Ils ont essayé de s'enfuir, mais la porte était verrouillée, un détail que j'avais arrangé avec un serrurier discret. La police est arrivée 1 heure plus tard, sirène hurlante dans les ruelles étroites. Laurent a crié son innocence jusqu'au bout, Sophie s'est effondrée en sanglots théâtraux. Moi, je suis restée assise, sirotant mon vin, observant le chaos comme une œuvre d'art abstraite. Mais ce n'était que le début du climax. La presse s'est emparée de l'affaire, scandale dans le monde de l'art, un couple complote le meurtre d'une galeriste. Les titres du Monde, du Figaro, même Libération avec ses accents gauchistes. La galerie a fermé temporairement, mais pas par manque de fonds, par afflux de curieux morbides. Ma 4e décision controversée vint dans la foulée, ne pas me contenter de la justice. La loi française est lente, bureaucratique, un moulin à papier qui broie les âmes sans les punir assez. J'ai visité Laurent en garde à vue, à la Santé, ce bastion de pierre grise où les fantômes des traîtres murmurent. Il était brisé, rasé de près mais les yeux creux. Élise, pourquoi, a-t-il supplié à travers la vitre. J'ai souri, parce que tu m'as noyé, Laurent. Et maintenant, tu goûteras l'eau froide. J'ai arrangé, via des contacts dans le milieu carcéral, un ancien client endetté, pour que ses nuits soient hantées, des rumeurs de viol, des dettes, oubliées, qui attiraient les prédateurs. Pas de meurtre, non, je n'étais pas eux. Juste l'enfer, au ralenti. Sophie, libérée sous caution grâce à sa famille, a tenté de me contacter. Des fleurs, des lettres larmoyantes, pardonne-moi, Élise. C'était la jalousie. J'ai répondu par un colis, l'enregistrement complet, avec une note, écoute-le en boucle. C'est ta symphonie. Elle a craqué publiquement, lors d'une interview télévisée sur France 2, avouant tout dans un flot de regrets. Scandale sur scandale. Sa famille l'a renié, la laissant seule dans un studio minable de la banlieue, à guetter les ombres. Mais le twist approchait, ce rebondissement qui rend la vengeance amère.
Dans ma première vie, j'avais gommé un détail, mon propre secret. Avant l'accident, j'avais découvert que j'étais enceinte. Pas de Laurent, non, d'un amant fugace, un artiste italien exposé à la galerie, qui avait disparu après une nuit passionnée. L'enfant, ce petit être que je n'avais pas eu le temps de chérir, était la raison profonde de ma rage. Dans cette vie, je l'avais ignoré, focalisé sur la destruction. Mais maintenant, des nausées me prenaient au matin, un test de pharmacie confirmant l'impensable, j'étais enceinte à nouveau. De qui? Mystère. Peut-être un résidu de ma première vie, ou un caprice du destin. Cette révélation m'a ébranlé. Étais-je en train de perpétuer le cycle? Devenir la mère monstrueuse que j'avais fui? Paris, avec ses jardins du Luxembourg où les enfants jouent, me semblait soudain un reproche. J'ai visité un médecin discret, un professeur à l'hôpital Cochin, qui m'a confirmé, viable, mais stressé par mes excès. Reposez-vous, Madame Moreau. La vengeance peut attendre. Pourtant, le climax culmina lors du procès, 3 mois plus tard, sous les lambris du palais de justice de l'île de la Cité. Laurent et Sophie, enchaînés à leur chaise, plaidaient la folie, l'amour toxique. Les avocats, ces requins en toge, disséquaient ma vie, Madame Moreau, n'avez-vous pas manipulé les preuves? N'êtes-vous pas obsédée? J'ai témoigné, voix ferme, obsédée? Oui. Par la justice. Ils m'ont trahi, ruiné, tué dans l'âme. Le jury, des Parisiens ordinaires, un boulanger, une professeure, un chauffeur de taxi, a écouté, fasciné par ce drame à la Zola. Le verdict, 20 ans pour Laurent, 15 pour Sophie, avec sursis partiel. Pas la guillotine abolie depuis 71, mais une cage dorée qui ronge. Ils m'ont maudite du regard tandis qu'on les emmenait, et j'ai senti un frisson, la victoire, mais vide. Après le procès, Paris m'a semblé étrangère, une amante infidèle qui révèle ses cicatrices. La galerie rouvrait, rebaptisée « Renaissance Noire », avec une expo sur la résilience des œuvres de survivants, de femmes brisées qui se reforment en diamants. Les critiques affluaient, Élise Moreau, phénix des arts, transforme le trauma en triomphe. Mais la nuit, seul dans l'appartement vidé de Laurent, je marchais de long en large, la main sur mon ventre arrondi. L'enfant grandissait, un secret que je gardais pour moi, un ancrage dans cette réalité fragile. Le twist final surgit comme un coup de théâtre de Molière. Une lettre arriva, postée de l'étranger, cachet italien. L'écriture était familière, celle de Marco, l'artiste de ma première vie, celui qui m'avait engrossé sans le savoir. Élise, j'ai lu les journaux. Je suis revenu. Pour toi. Pour nous. Il était là, à l'aéroport Charles de Gaulle, un homme aux cheveux poivre et sel, valise à la main, yeux verts remplis de regrets. Nous nous sommes revus au même café du Marais où tout avait commencé, croissant chaud, expresso serré, et des mots qui coulent comme le vin. J'ai fui parce que j'avais peur, avoua-t-il. Peur de l'engagement, de cette ville qui dévore les âmes. Mais en te lisant, en voyant ce que tu as traversé. Élise, je t'aime encore. J'ai pleuré, pour la première fois depuis ma renaissance, des larmes salées comme la Seine. Était-ce le destin, ou une nouvelle manipulation? Marco savait pour l'enfant, j'avais glissé un indice dans ma réponse. C'est le nôtre, murmurai-je. De l'autre vie, ou de celle-ci. Peu importe. Mais la vengeance n'était pas achevée. Sophie, depuis sa cellule, m'envoya un message via un avocat, tu as gagné, mais à quel prix? Ton enfant grandira dans l'ombre de la haine. Ces mots me frappèrent comme un poignard. Était-elle dans le vrai? Laurent, lui, tenta un suicide en prison raté, bien sûr, les barreaux français sont solides. La nouvelle me parvint par un appel du notaire, il a laissé une note. Pour toi. Pardonne-moi, Élise. J'étais perdu. Pardon? Le mot me fit rire, un rire hystérique qui résonna dans les rues vides. Je visitais Sophie en premier, dans la prison de Fleury-Mérogis, cette forteresse de béton au sud de Paris. Elle était changée, cheveux ternes, yeux creux, une ombre de l'élégante qu'elle fut. Pourquoi es-tu venue? Demanda-t-elle, voix brisée. J'ai répondu, pour voir si tu regrettes vraiment. Elle hocha la tête, larmes coulant, chaque jour. J'étais jalouse de toi, Élise. De ta force, de ta lumière. Laurent m'a promis le monde, mais c'était un mensonge. Tue-moi, si tu veux. Je pouvais. Un mot à un gardien corrompu,
et ce serait fait. Ma 5e décision controversée, la miséricorde, ou son illusion. Non, dis-je. Vis avec ça. Chaque matin, souviens-toi de mon visage noyé. Elle s'effondra, suppliant, mais je partis, le cœur plus lourd. Avec Laurent, ce fut différent. À la santé, sous un ciel de pluie battante, je le confrontai dans la salle des visites. Il était maigre, marqué, mais ses yeux brillaient encore de cette arrogance banquière. « Élise. » L'enfant, demanda-t-il, surpris. J'avais laissé fuiter la nouvelle. Oui. Pas le tien. Il rit, amer, tant mieux. J'aurais été un père pourri. Écoute, je sais tout maintenant. Les flics m'ont montré les enregistrements. Tu es revenu? Je haussai les épaules, la scène garde ses secrets. Il avoua alors, dans un flot décousu, les dettes venaient d'un jeu compulsif, le poker underground dans les sous-sols de Pigalle. Sophie l'avait poussé, une spirale de luxure et d'argent. Je t'aimais, au début. Vraiment. Mais l'ambition. Elle nous dévore. Je l'écoutais, impassible, puis sortis une dernière carte, un pardon conditionnel. Signe ça, dis-je, glissant un papier. Cession totale de ses biens restants à la galerie, plus une lettre d'excuse publique. Il signa, tremblant. Merci, murmura-t-il. Mais en sortant, je sus, la vengeance n'efface pas les cicatrices. Marco et moi, nous avons fui Paris pour un temps, vers la Provence, ces collines de lavande où la vie semble plus douce. L'enfant naquit là-bas, une fille aux yeux verts, prénommée Lumière ironie française, lumière dans les ténèbres. La galerie prospéra sans moi, gérée par un jeune curateur fidèle. Les journaux oublièrent le scandale, passant à d'autres drames, politique, amour, art. Pourtant, les nuits, les fantômes revenaient. Je rêvais de l'eau noire, de rires étouffés. Était-ce une fin heureuse, ou une trêve? La vengeance m'avait sauvé, mais m'avait changé, une femme plus dure, plus sage, avec un cœur bardé d'épines. Sophie sortit après 10 ans, brisée mais repentie, écrivant un livre sur la rédemption au plagiat de ma vie, mais je la laissai faire. Laurent mourut en prison, d'un cancer foudroyant, sa dernière lettre me parvenant, « Libère-toi, Élise. » Pour elle. 5 ans plus tard, Paris m'appelle à nouveau, comme une vieille maîtresse capricieuse. Lumière grandit, une fillette aux boucles brunes qui court dans les Tuileries, posant des questions sur « Maman avant ». Je lui raconte des versions édulcorées, j'étais une aventurière, ma chérie. J'ai vaincu des dragons. Marco, devenu mon roc, rit doucement, sculptant dans son atelier du 13e. Notre vie est un tableau impressionniste, couleurs vives, mais avec des ombres subtiles. La vengeance, cette amante jalouse, n'a pas totalement disparu. Parfois, je reçois des nouvelles, Sophie, maintenant thérapeute pour victimes de trahison, cite mon nom dans ses conférences comme un talisman. Laurent repose au Père-Lachaise, sous une pierre anonyme j'y ai déposé une rose noire, une fois, sous la pluie. La galerie est un phare, exposant des thèmes sur la mémoire et le retour, les âmes errantes. Les critiques disent, Moreau transcende le personnel en universel. Mais le vrai twist, celui qui boucle le cercle, vint un soir d'été, lors d'un vernissage. Une femme entra, élégante, quarantaine, un foulard Hermès autour du cou. Elle s'approcha de moi, verre de champagne en main, Élise Moreau? Je m'appelle Isabelle Lefebvre. La veuve de Pierre. Mon cœur sauta un battement. Pierre, l'associé que j'avais manipulé, s'était suicidé après le scandale, laissant une famille en ruine. Il parlait souvent de vous, dit-elle, voix tremblante. Avant de partir, il a dit que vous l'aviez sauvé, en lui donnant un but. Merci. Je pleurais, ce soir-là, dans les bras de Marco. Ma manipulation avait détruit, mais aussi guéri. La vengeance n'est pas linéaire, c'est un labyrinthe où les murs bougent. J'avais puni les coupables, mais touché des innocents un péché français, peut-être, cette ambiguïté morale qui hante nos romans. Aujourd'hui, je marche sur le pont des Arts, lumière à la main, le vent portant l'odeur de la Seine. L'eau est calme, presque bienveillante. Maman, pourquoi tu regardes si longtemps, demande-t-elle. Je souris, parce que la vie, ma puce, c'est comme un fleuve. Elle emporte, mais elle ramène aussi. Et intérieurement, je sais, si les ombres reviennent, je serai prête. Pas pour tuer, mais pour vivre. Vraiment. Paris,
éternel, continue son ballet, lumière, trahison, renaissance. Et moi, Élise Moreau, survivante des abysses, je danse au milieu, libre enfin.